Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Voici les titres. Le domicile du député national Mohamed Ben Omar a été attaqué vers 4 heures du matin par des individus armés. Détails dans ce journal. Affrontement entre étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et forces de l'ordre. Plusieurs étudiants blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je le disais tout de suite, des individus armés non identifiés ont attaqué le domicile du député national Mohamed Ben Omar situé au quartier Bobiel. L'incident s'est produit la nuit dernière vers 4 heures du matin. Heureusement, pas assez de dégâts. Les assaillants courent dans la nature et la police a ouvert une enquête. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Sadoudou. C'était aux environs de 4 heures du matin quand le premier coup de feu a été entendu. Et coup sur coup, 9 balles ont été tirées et une grenade retrouvée aux alentours du domicile du député Ben Omar, 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Aucun blessé n'a été enregistré, mais un véhicule de marque Mercedes touché. Le député Ben Omar explique. Nous, c'est les tirs qui nous ont réveillés. Selon ce que la sentinelle m'a rapporté, il y avait 3 individus sur une moto, donc aux environs de 4h08, 4h09. Donc ils sont venus à côté de la maison. Et apparemment, ils se sont rendus compte que la sentinelle était au devant de la maison. Peut-être qu'ils avaient une autre intention, certainement c'était de venir dans la maison, mais comme ils ont vu que la sentinelle était là, ils ont tiré donc à distance, à peu près à 50 mètres. Ils ont tiré en rafale, selon ce que les policiers m'ont dit. Et là, les douilles qui ont été trouvées, dont une balle a même perforé un véhicule qui était garé dehors, le véhicule de mon fils. Et maintenant, automatiquement, ils ont repliqué. Ils ont pris la poudre d'escampette. Maintenant, dans leur course, à peu près à 50 mètres dans le virage, ils ont fait tomber une grenade. Et selon les services de police, tout à l'heure, ils me disaient que c'est une grenade modifiée, donc extrêmement explosive. Ils mettent un certain nombre de choses pour qu'elle aille plus loin et plus de dégâts. Ma réaction, c'est que je suis descendu avec toute ma famille et ma sécurité. On a constaté les dégâts. C'est lamentable. Nous sommes après tout des Nigériens, des musulmans. Nous n'avons pas cette habitude dans notre pays. Et voilà maintenant, des individus malveillants, mal intentionnés sont en train d'incruster une nouvelle tradition dans notre pays, attaquer à domicile, intenter à la vie d'autrui. Ça, ce n'est pas nigérien, ce n'est pas dans notre culture. Mais maintenant, il faut en tenir compte. C'est quelque chose d'inédit. Et je pense que nous sommes un pays organisé, un pays démocratique, la justice, les plus hautes autorités de ce pays. Il y a quand même un État qui va sévir et qui va sévir de la belle manière qu'il soit pour que les responsabilités soient situées. Et je pense que les uns et les autres reprendront dans les actes. L'attaque du domicile de Ben Omar intervient à un moment où le courant ne passe plus entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition à l'hémicycle. Une attaque qui pourrait avoir des liens avec la situation politique du Niger, ajoute l'honorable Ben Omar. Même si on ne veut pas faire le lien, vous ne pouvez pas empêcher aux Nigériens de faire le lien. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi M. Ben Omar? Pourquoi on lui en veut à sa vie, à sa famille, vouloir... C'est quelque chose, il y a eu quelque chose quelque part. Même si aujourd'hui je n'ai aucune preuve matérielle, les faits sont là, ils sont têtus. Vous ne pouvez pas empêcher, en tout cas aux Nigériens de tous bords, de faire le lien. C'est arrivé. Pourquoi ce moment? Il faut se poser un certain nombre de questionnements. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi M. Ben Omar? Pourquoi en ce temps-ci? Il y a un certain nombre de questions qu'il fallait se poser. Et là, les événements à venir vont nous édifier davantage, je pense. Tôt le matin, le domicile de Ben Omar a été cadré par les éléments de force de l'ordre. La police judiciaire a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette attaque qui intervient après celle du domicile du président de l'Assemblée nationale dans la nuit du 16 février dernier. 2 événements qui relancent les débats sur la problématique de la sécurité à Niamey. Suite à cette attaque armée au domicile du député Mohamed Ben Omar, 4e vice-président de l'Assemblée nationale,
La police nationale a rendu public cet après-midi un communiqué de presse. La direction générale de la police nationale a confirmé l'attaque tout en annonçant l'ouverture d'une enquête. Précision avec Adili Toro, il est le porte-parole de la police nationale. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2014, aux environs de 4 heures du matin, 3 individus sur une moto du genre communément utilisée à Niamey, armés de fusils AK-47, se sont postés à une trentaine de mètres du domicile de l'honorable député Mohamed Ben Omar pour ouvrir le feu en direction du domicile de ce dernier. 3 impacts de tir ont été relevés, dont 2 juste à l'entrée du domicile et 1 sur un véhicule garé à la devanture de la maison. 9 douilles ont été découvertes dans la zone de tir. Le dispositif de sécurité en place a promptement réagi, obligeant les assaillants à se replier. Dans la précipitation, les assaillants ont abandonné à une centaine de mètres de la maison une grenade modifiée à l'effet d'adjoindre un dispositif de détonation à distance. Les services techniques ont procédé aux constatations d'usage et l'engin explosif a été pris en charge par les unités compétentes. L'enquête ouverte par le parquet de Niamey a été confiée à la direction de la police judiciaire. Le procès du constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan a eu lieu ce matin en présence de sa défense. Accusé de jet de discrédit sur une décision de la Cour constitutionnelle, le coordonnateur de l'association nigérienne des constitutionnalistes passe à sa 2e nuit à la prison civile en attendant le délibéré prévu pour le vendredi prochain. Maître Nassirou Lawali, il est un des avocats de Boubacar Amadou Hassan. Je suis fier et confiant, d'une part parce que nous étions restés sur notre faim jusqu'à la fin des débats sur une démonstration scientifique quant à la constitution de l'infraction de jet de discrédit sur les arrêts numéro 004 et 006 de la Cour constitutionnelle perpétrés par mon client Amadou Hassan Boubacar. Il ne nous a pas été apporté la démonstration preuve à l'appui que cette infraction a été constituée. Deuxièmement, nous avons eu la latitude de démontrer avec aisance que l'image de la Cour constitutionnelle dont on avait peur qu'il soit entamé ne l'a pas été. Le commentaire purement scientifique et purement technique, tel que nous l'avons démontré par Hassan Boubacar, était fondé sur des dispositions de la Cour constitutionnelle du Niger invoquées par l'arrêt lui-même. Ils étaient en outre fondés sur l'étude comparée du droit constitutionnel nigérien et du droit constitutionnel béninois. M. Hassan Boubacar est d'autant plus fondé à livrer un commentaire technique des arrêts de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, je rappelle qu'il n'est pas à son premier commentaire. Il n'est pas à son premier commentaire. Il était d'autant plus fondé à commenter des arrêts de la Cour qu'il est professionnel de la chose constitutionnelle. Il a fait des études approfondies en droit constitutionnel et il a fait des études comparées en droit constitutionnel. Il est actuellement enseignant vacataire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc, de par le statut de l'intervenant et de par l'analyse qu'il a livrée, il n'y a pas de violation et nulle part, l'image de la Cour constitutionnelle, nous l'avons démontré, que dans son commentaire, il a tout simplement souhaité que la Cour constitutionnelle prenne en compte un certain nombre d'erreurs qu'il a estimées être des erreurs d'appréciation pour qu'à l'avenir, elle puisse améliorer ses prestations. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait juste. Dans un pays de droit, je pense que ce procès, il pose le problème de l'humilité du juge qui doit être humble et accepter les critiques venant de la part des doctrinaires, des scientifiques qui sont les enseignants d'université, mais il pose également le problème de la liberté d'expression. Il pose le problème de la liberté d'expression parce que nulle part la loi n'a interdit
Nulle part la loi n'a interdit de faire des commentaires techniques comme il l'a fait par voie de presse. Et d'ailleurs, du point de vue purement procédural, nous avons relevé que la procédure suivant laquelle il a été poursuivi, elle était tout à fait nulle. Parce que l'article 172 du Code pénal, il est clair. Il dit que dès lors que le jet de discrédit a été commis par voie de presse, l'auteur, qui est en l'espèce M. Hassan Boubacar, ne peut être poursuivi que comme complice. Les autres, il ne peut pas être poursuivi en tant qu'auteur principal. Les auteurs principaux s'entendent du gérant de l'organe de presse qui a offert ses micros pour livrer le commentaire et des imprimaires. C'est eux qui devaient être poursuivis en tant qu'auteurs principaux, ce qui n'a pas été le cas. Donc, nous avons demandé que le juge ayant connu de l'affaire de Hassan Boubacar prenne en compte aussi, puisque les règles de procédure, nous l'avons rappelé, sont des règles qui sont d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger, de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité de la procédure entreprise par le ministère public et de renvoyer notre client pour fin de poursuite. Et puis cette brève, nous venons de l'apprendre à l'instant que la station-service Sonef, située au quartier Gaomo-Mansani, est en feu et présentement. Violente manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ce mardi. Ces étudiants réclament le paiement de l'aide sociale octroyée aux non-boursiers. Plusieurs étudiants blessés et interpellés et d'importants dégâts matériels enregistrés. Reportage Hassan Saleh Mustafa et Sadou Toumi. Selon les étudiants, tout est parti du refus du directeur général de l'Agence nationale des allocations de bourse ANAP de signer les états des allocations des étudiants, pourtant validés par le conseil d'administration. Ce qui a provoqué la colère des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce matin, nous sommes sortis de manière pacifique pour venir réclamer au niveau de l'ANAP pour demander à ce que les réclamations, en fait pas les réclamations, mais le nom des étudiants qui ont été injustement rejetés, qui ont demandé l'aide sociale cette année, que ces noms soient pris en compte parce que nous avons amené tous les éléments justificatifs nécessaires et indispensables à cette question. Le directeur général de l'ANAP, dans son attitude morose habituelle, de rentrer dans cette gestion, de gérer l'ANAP comme un patrimoine, pour lui comme un bien paternel, s'est permis de ne pas exécuter, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est normal, parce que quand un étudiant remplit les conditions qui ont été prévues par le conseil d'administration, on ne peut avoir d'autres droits et d'autres choix que de lui attribuer ce qui revient des droits. Malheureusement, ce directeur incongru est-il avait décidé, n'est-ce pas, de se lancer de cette entreprise hasardeuse, de refuser aux ayants droit de l'aide sociale leurs droits. Et les camarades étant frustrés, quand nous étions venus, l'ont demandé avec force, en fait avec les mots qu'il faut, n'est-ce pas, de considérer leur position objective par rapport à la revendication, à la réclamation de ce qui est de leurs droits. Malheureusement, nous qui étions venus dans un esprit de dialogue et d'entente, nous avons trouvé sur notre chemin les forces de l'ordre. En un laps de temps, la manifestation s'est dégénérée un peu partout dans le deux rives de la capitale avec des violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. C'est une répression la plus barbare que nous sommes en train d'être subis. Tout le monde, c'est des camarades, c'est des filles, c'est des garçons. Tout le monde est en train d'être saccagé, en train d'être tabassé à mort. Parce que tout simplement ce matin, les camarades étaient à l'ANAP. Le DAF de l'ANAP a refusé de signer des papiers pour que les camarades soient payés. Les camarades de l'affichage pour que l'aide sociale soit payée. Les camarades escassent actuellement de Lénine et à la PJ. C'est pourquoi Lénine a engagé un mouvement, engagé une marche. Et quand ils étaient venus ici, la police les a dispersés. Et voilà, il les a dispersés avec des forces, avec des gaz lacrymogènes. Maintenant, les camarades étaient venus ici pour chercher refuge, qui c'est le siège de l'USN. Et voilà, ils étaient venus ici et les policiers les ont suivis. Ils étaient rentrés, ils nous ont jeté des gaz lacrymogènes. Regardez, toutes nos vitres sont cassées. Aujourd'hui, le siège ne peut pas être pénétré. Ici, il y a quand même une police comment on l'appelle ici, on ne peut pas rentrer. Donc vraiment, si quelqu'un dépasse la porte, ne doit pas être suivi. Des éléments des forces de défense et de sécurité dépêchés sur place tentent de disperser les manifestants avec des tirs du gaz lacrymogène. Selon le responsable de l'UNUN, plusieurs étudiants blessés sont évacués d'urgence et plusieurs autres arrêtés. Le Synco Taxi donc qui a animé un point de presse cet après-midi relativement à la situation que vivent les conducteurs de taxi, dont entre autres la cherté des hydrocarbures.
les efforts que nous sommes en train de fournir, les autorités de la 7e République ne nous le reconnaissent pas. Au contraire, elles ne font que davantage participer à la destruction de notre secteur à travers les actes qu'elles posent chaque fois. C'est le seul secteur aujourd'hui qui connaît des problèmes depuis des années, qui a des revendications qui ont 10 ans d'âge. Je vous dis, tous les secteurs de transport aujourd'hui connaissent des véritables problèmes. Entre autres problèmes que nous avons, vous savez que nous avons, en début d'année, posé des revendications. En janvier, nous avons posé des revendications par rapport d'abord à l'essence et au problème de notre secteur, qui est la cherté des documents administratifs de transport. Entre autres documents, nous avons la patente qui est excessivement chère, la vignette qui a été rehaussée. Il y a aussi les primes d'assurance. Et c'est là que le bas blesse même au niveau des assurances. Parce que l'État oblige nous, conducteurs et propriétaires des véhicules de transport, à nous assurer au niveau des compagnies. Et de l'autre côté, si nous avons des sinistres ou des problèmes, l'État est absent. Nous sommes en train de subir les dictats de ces compagnies, malgré nous. Et on est obligé de le payer parce que nous sommes toujours l'objet de contrôle quotidiennement. Et au niveau aussi de la Caisse nationale de sécurité, les propriétaires des véhicules sont affiliés à la Caisse. Les chauffeurs que nous sommes sont immatriculés à la Caisse. Il y a des cotisations trimestrielles que les patrons payent pour les conducteurs. Mais jusque-là, je vous dis, dans tous les secteurs, il n'y a pas 5% des militants, des camarades qui profitent des prestations familiales. Parce que tout simplement, il y a un système qui a été fabriqué, organisé pour décourager les militants à s'acquitter de leurs droits vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité. C'était là le secrétaire général du syndicat national de conducteurs de taxi, Synco Taxi. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la coordination Lumana de Niamey. La coordination Lumana de Niamey qui constate que depuis la rupture du moderne FA Lumana avec le pouvoir en place, leur parti fait l'objet de multiples provocations et de harcèlement. Les derniers en date sont relatifs à la convocation à la police judiciaire des honorables députés Jafarou Moumouni, Boubacar Alkali et Karimou Bourema au mépris total de toutes les dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussi, la coordination régionale de Niamey engage toutes ses militantes, militants et sympathisants à s'opposer à cette énième violation de la loi et règlement de la République en empêchant toute interpellation des honorables députés du groupe parlementaire Lumana. Fait à Niamey le 20 mai 2014, signé Soumana Sanda, président de la coordination régionale Lumana de Niamey. La haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées organise depuis ce matin un atelier sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. L'objet de l'atelier, réfléchir et échanger sur le fonctionnement de la justice au Niger pour réactualiser les textes juridiques. Le reportage de Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Juges, avocats, notaires, huissiers de justice, corps habillés, ils ont tous répondu à l'appel à l'ouverture des travaux de l'atelier de réflexion et d'échange des acteurs judiciaires sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption, exclusivement organisé par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA, qui a pour mission suivre et évaluer le programme gouvernemental de lutte contre la corruption, recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et infractions dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées. Mener toute étude ou investigation et proposer toute mesure juridique
administratives et pratiques de nature à prévenir ou juguler la corruption. Diffuser et vulgariser les textes relatifs à la lutte contre la corruption, identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous les services publics et parapublics, accomplir toute autre mission confiée par le président de la République. Cette présente rencontre est donc une des missions de la Halcia. C'est une marque de l'empreinte de la structure pour combattre la corruption. La corruption constitue un frein pour le développement. Elle affecte négativement le développement du pays de plusieurs manières. Au plan de la croissance, au niveau des institutions et de leur fonctionnement, au niveau de l'efficacité de l'action des administrations, au niveau de l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'assainissement, etc. La lutte contre la corruption ne peut donner des résultats satisfaisants que si la justice joue véritablement son rôle, celui de punir le coupable et de remettre la victime dans ses droits. Malheureusement, les acteurs du système judiciaire ne sont pas aussi exempts de reproches de corruption. Les corrupteurs ont changé de stratégie pour esquiver les textes juridiques. Une actualisation de ces textes pour combattre le fléau de la corruption sera proposée au cours des 2 journées que dureront les travaux du dit atelier. La coordination intersectorielle de lutte contre les IST, VIH, SIDA a procédé ce matin au lancement du projet de renforcement du dispositif national de suivi et évaluation de la lutte contre le sida au Niger. Ce projet vise à contribuer à la lutte contre le sida pour une meilleure connaissance de l'épidémie et à sa réponse au Niger. Le reportage de Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Contribuer à la lutte contre le sida pour une meilleure connaissance de l'épidémie et de sa réponse au Niger, tel est l'objectif de ce projet de renforcement du dispositif national de suivi et évaluation de la lutte contre le sida au Niger. Le représentant coopération française et la directrice pays ONU-SIDA ont réaffirmé leur engagement à aider la coordination intersectorielle de lutte contre le sida SILS dans la lutte contre le sida au Niger. Dans son mot de bienvenue, la coordinatrice nationale du SILS est revenue sur le rôle de la SILS dans la lutte contre le sida dans notre pays. La coordination intersectorielle de lutte contre les IST-VIH assure le secrétariat technique du Conseil national de lutte contre le sida est donc chargé d'animer la riposte et de veiller à la mobilisation des ressources nécessaires donc à cette riposte. Le cadre stratégique national 2013-2017 a défini les grands axes de la lutte. Les priorités définies ont été confirmées par le cadre d'investissement qui a également démontré aussi qu'il faut plus de ressources pour rimer la riposte aux priorités et ce dans un contexte d'application des nouvelles directives de l'OMS et de la stratégie du test et traité prônée par l'ONU-SIDA pour une accélération de la riposte en vue de faire disparaître définitivement le sida à l'horizon 2035. S'en est suivi le discours du lancement du projet FEU par la directrice de cabinet adjointe du président de la République qui a relevé les difficultés que rencontre ce projet. La coordination intersectorielle de lutte contre les IST, VIH-SIDA a élaboré un plan national 2013-2017 et un plan national de suivi et évaluation des interventions. Mais suite à l'analyse de la situation et de la réponse, plusieurs difficultés et insuffisances entravant l'opérationnalisation complète du dispositif de suivi et évaluation ont été relevées. Je voudrais citer, entre autres, la non-fonctionnalité des comités ministériels, en particulier ceux des secteurs non santé, l'insuffisance de formation aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé, l'irrégularité des réunions des groupes techniques de travail en suivi et évaluation, la faible communication entre acteurs de suivi et évaluation, la moins bonne qualité des données sur la survie des personnes sous ARV et celle sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tout ceci peut avoir comme conséquence majeure la dépréciation de la qualité des données produites par le système.
Ce projet FEI, qui contribue à lutter contre les IST-VIH-Sida, démarré depuis le 1er janvier 2014, s'étalera sur 30 mois afin d'atteindre l'objectif 3.0, 0 nouvelles infections, 0 décès, 0 discrimination d'ici 2035. Début hier soir au complexe universitaire de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE de Niamey, des épreuves de l'examen de la licence des sciences techniques, comptables et financières. Cette session 2014 regroupe des étudiants venus de plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad, le Congo et le Niger. Le reportage de Michel Deji et Halidou Bourema. Ce sont plus de 200 étudiants de diverses nationalités qui participent à cet examen qui témoigne de l'expertise de cette école et démontre, si besoin est, que l'SKE reste toujours une école de référence dans la sous-région en matière de gestion des entreprises. Une licence ayant une triple reconnaissance pour chaque candidat dont seule l'SKE est habilitée à l'organiser. Chaque année, l'SKE et le Niger sont devenus le centre de passage des examens qui conduisent à l'expertise comptable français. Et de ce fait, ces étudiants qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y en a une cinquantaine, d'autres qui viennent du Bénin, il y a aussi une cinquantaine, d'autres qui viennent du Burkina, du Congo et du Tchad, viennent chercher la licence des sciences techniques comptables et financières, qui est pour le moment le seul diplôme au niveau de l'Afrique subsaharienne qui soit reconnu par l'enseignement supérieur français. Donc, le privilège qu'offre ce diplôme, c'est que lorsque vous avez sur le DCG français, c'est-à-dire le diplôme de l'expertise comptable français de niveau licence, quand vous avez la LSCCF, vous avez déjà l'obtention de 8 unités d'enseignement sur 13. Donc, en complétant les 5 qui restent, vous avez le diplôme français. Ce privilège-là, il n'y a que le diplôme de l'SKE qui l'offre. Aucun autre diplôme d'aucun autre pays, d'aucune autre école n'offre à l'heure actuelle ce privilège-là. Venus de divers horizons, les candidats à cette licence en sciences techniques, comptables et financières restent optimistes après cette première épreuve. Là, on vient de finir une épreuve, ça s'est très bien passé, donc je suis confiante pour la suite. C'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, mais on s'est défendu pas mal. On se retrouve au centre de l'SKE, puisque c'est, on peut dire, la société, mais donc voilà, on se retrouve pour composer ensemble, et puis voilà, ça fait vraiment une bonne promotion. On fait tous la même épreuve. Et chacun se débat comme il peut. Jusque-là, ça va parce que les épreuves sont assez abordables. Maintenant, on attend de voir le résultat. Ceux-là, c'est le niveau licence. Mais en juin, nous allons recevoir ceux qui viendront passer le master comptabilité contrôle audit, qui est le master mis en place par l'enseignement supérieur français, pour que les étudiants qui l'obtiennent deviennent experts comptables stagiaires. Et ce diplôme-là encore, il n'y a que l'SKE qui a le privilège de l'avoir. Notons que les épreuves de cet examen international de LSTCF prendront fin au complexe universitaire de l'SKE le samedi 24 mai prochain. Début ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves du bac sportif session 2014. Une de nos équipes a sillonné quelques centres de la capitale pour constater le déroulement de ces épreuves. Reportage à Asmane China et Chebou Guissou. C'est le début des examens de fin d'année pour les candidats au baccalauréat session 2014. Les épreuves sportives ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Dans les centres de Niamey que nous avons visités, tout se déroule dans le calme et la sérénité. Troisième, quatrième. En tout cas, au niveau du jury numéro 1, par rapport aux prestations des enfants, des candidats, c'est vraiment appréciable. C'est appréciable dans le sens où, d'abord, ils ont été ponctuels, ils sont venus à l'heure. Maintenant, deuxièmement, au niveau du passage dans les ateliers programmés, en tout cas, les élèves se sont bien comportés. Bon, vous savez, l'évaluation, elle est aussi elle est relative à la réalité.
et c'est un examen. Donc il y a des gens qui ont donné de très belles prestations, il y a ceux qui ont donné des prestations moyennes, bon, il y a ceux qui aussi ont donné des prestations il faut améliorer ça dans le temps. Donc, mais sinon, globalement, il n'y a vraiment pas de problème majeur. Vous avez vu, tout le monde est en place, la sécurité est en place, la santé est en place, avec les sapeurs-pompiers, les membres du jury, tout naturellement, ils sont en place. Nous avons commencé depuis 7h30 et presque vers 11h, nous avons fini et tout s'est normalement déroulé. Tout s'est bien passé. Ici, dans ce centre, nous avons 1792 candidats. Chaque jour, 359 candidats par jour jusqu'à 5 jours. La 16e journée, nous aurons une séance de rattrapage pour les éventuels blessés et les absences qui seront justifiées. Aucun problème, franchement. C'est pour cela que nous avons fini tôt et nous espérons que ça soit toujours ainsi jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème. Les candidats de leur côté apprécient bien le déroulement de ces épreuves du bac sportif. Ça s'est passé à merveille. J'ai passé la vitesse, la gym et le lancer du poids. Maintenant, ça me reste le saut. Ça va, ça s'est bien passé à merveille. Nous avons passé les épreuves de vitesse, de lancer de poids et de gymnastique et de saut en hauteur aussi. Et je pense que c'est bon. Ça s'est très bien passé. Maintenant, ça nous reste le lance-poids. Après, c'est fini. On a fini toutes les disciplines. Vraiment, on n'a pas eu de difficultés. Et maintenant, nous attendons le lance-poids pour finir. Évidemment, oui, on s'est bien préparé avant les jours J. Donc, on a vraiment toutes les commodités pour pouvoir faire ce sport-là. Et on est en train de finir ça. Ces épreuves sportives du baccalauréat sont étalées sur 5 jours. La journée du dimanche prochain sera consacrée aux séances de rattrapage pour les retardataires. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.